Au rapport inscrit à l'ordre du jour. Donc, rapport 263, approbation du procès verbal du 23 juillet 2025. Est-ce qu'il y a des observations? Il n'y en a pas, donc je mets aux voix. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions, des non-participations? Donc le rapport est adopté. On peut passer au rapport 267 avec le mandat spécial accordé à Madame la Présidente de l'Assemblée de Corse. Donc il faut voter l'urgence. D'abord, est-ce qu'il y a des oppositions pour l'urgence, des abstentions, des non-participations? Non, donc tout le monde vote en faveur de l'urgence. Donc on peut passer au rapport. Donc c'est un mandat spécial accordé à Madame la Présidente de l'Assemblée afin de se rendre participation des réunions des instances le mercredi 22 octobre à Paris à la réunion avec Emmanuel Puiset-Jovin, secrétaire général des Affaires européennes, afin d'échanger sur le cadre financier pluriannuel post-2027 ainsi que sur les plans de partenariat nationaux et régionaux. Exécutif. Est-ce qu'il y a des questions? Des observations? Non. Donc je mets aux voix. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Des non-participations? Le rapport est adopté à Ringraziabi. On peut passer à la culture et au patrimoine. Salude, car consigliere Esegoudi, avec le rapport 225, tarification et vente de publications et de produits dérivés au sein des régies de recettes des musées de la collectivité de Corse. Vous avez la parole. Ringraziabi, caro Presidente, scusate, Mesdames et Messieurs, bonjour. Donc, en quelques mots, le présent rapport a pour objet de valider la vente d'articles et de tarifs associés au sein des boutiques rattachées aux sites archéologiques et aux établissements muséaux. Les encaissements sont réalisés par les différentes régies des sites archéologiques des musées, conformément aux projets scientifiques et culturels des musées. La politique de valorisation de la collectivité de Corse pour les musées et les sites de la direction adjointe des sites passe par le développement donc des publications scientifiques et des publications pour toutes sortes de publics et accessoirement également la vente d'objets publicitaires. Ces objets publicitaires sont des outils efficaces à inclure dans le cadre des opérations de promotion de nos musées, de nos activités et plus largement de notre patrimoine. Donc les ouvrages, livres, catalogues, d'expositions, guides de visite, outre leur intérêt promotionnel, très significatif, permettent aussi aux visiteurs de développer ces connaissances et d'approfondir leur visite. Donc le rapport présente pour chaque musée et chaque site archéologique la liste des produits proposés à la vente au tarif unitaire. Voici en quelques mots. Merci. Est-ce qu'il y a des interventions? Il n'y en a pas, donc je mets le rapport aux voix. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Des non-participations? Le rapport est adopté. On peut passer au rapport 231, soutien à l'organisation du festival Aplec à Bastia. Vous avez la parole. Merci Président. Donc le rapport suivant que j'ai l'honneur de soumettre à votre examen est destiné à soutenir la ville de Bastia pour l'organisation du festival Aplec, Aplec signifiant rassemblement, réunion en catalan. L'Aplec international de la Sardane met à l'honneur les traditions catalanes, se déroule chaque année dans une ville différente, Zurich, Copenhague, d'autres grandes villes européennes. Du 26 au 28 septembre 2025, c'était Bastia qui a été choisi pour accueillir cet événement, festif et gratuit. Alors, il permettra, puisque c'était avant les événements, donc il
permettra, je peux garder le futur, les échanges artistiques culturels avec les traditions corses comme le jeu de la mort, le quadrille, la padier. Il y a réuni 500 artistes. L'association Adifolk s'est chargée de l'organisation et du financement de l'événement pour la partie catalane. Et la ville de Bastia, en partenariat avec l'Office du tourisme, est mobilisée pour la programmation corse et les conditions d'accueil. Une délégation politique catalane fera partie du voyage. Merci. Est-ce qu'il y a des interventions? Oui, on a colonne. Signor Presidente, semplicemente per dire a nome di un gruppo che siamo parecchi a averci partecipato e che era una manifestazione di una grande qualità, che era assai di poter ricevere così fin di settembre, principio di ottobre, 500 amici culturali, con i garudi vastiaci pieni a canti, a balli, a feste, a gioia e dunque a conto nostro ci rallegremo e ci felicitiamo di questo tipo di azione culturale con un'economia di noi di cultura da retto, dunque di assai profittevole per le città, i paesi e per la Corsica, dunque approviamo questo rapporto con gran piacere. Merci. Je précise, c'est important qu'il y ait un avis favorable de la Commission de la Culture et un avis favorable de la Commission des Finances. Pas d'autres interventions. Donc je mets le rapport aux voix. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions, des non-participations? Le rapport est adopté. On peut passer au rapport 232, programme Interreg Italie, France Maritime 2021-2027. Merci, Président. Donc, le présent rapport a pour objet d'habiliter le président du Conseil exécutif à signer la convention interpartenariale relative au projet Romanicap en qualité de partenaire. Ce projet a une durée de 3 ans. Le chef de file est la commune de Capanor, bien connu de tous. Il a pour objectif de développer les actions de valorisation en faveur du patrimoine roman transfrontalier. La date de démarrage fixée par l'autorité de gestion est le 1er février 2025. Le montant global du projet s'élève à 1 605 000 €, dont 1 284 000, 80% donc, seront financés par l'Union européenne. Les dépenses financées par le FEDER intégrées au projet pour la collectivité de Corse s'élèvent à 235 000 €. Elles permettront de mettre en œuvre les actions sur notre territoire. L'objectif principal de ce projet est de mettre en valeur le patrimoine de l'art roman réparti dans les 5 régions frontalières. Ce projet s'inscrit dans la continuité d'initiatives précédentes, telles que le projet Itinera Romanica, situé dans les zones rurales de nos territoires. Ces actions de valorisation du patrimoine remarquable sont destinées à améliorer leur accessibilité. En ce qui concerne l'animation territoriale, la collectivité de Corse, en collaboration avec des partenaires conventionnés, organisera des ateliers et des journées du roman. Ces événements visent à sensibiliser les populations locales et les visiteurs à l'importance et à la richesse du patrimoine roman et qui permettront la mise en œuvre de stratégies pour valoriser ce patrimoine. Merci. Donc, il y a un avis favorable de la Commission de la Culture. Est-ce qu'il y a des interventions? Il n'y en a pas. Donc, je vais mettre aux voix. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions, des non-participations? Le rapport est adopté à l'unanimité. Donc, on peut passer. Merci, Madame la conseillère exécutive. On peut passer à l'environnement, au développement durable, avec le rapport 226. Validation du projet d'avenant numéro 1 au protocole d'accord de gestion entre la collectivité de Corse et l'Office de l'environnement de la Corse. Je vois... Ringraziabi, caro Presidente, cari colleghi, donc il y a 6 légers présentables sur rapport. Il s'agit, comme vient de le préciser le Président, la validation du projet d'avenant numéro 1 du protocole d'accord de gestion entre la collectivité de Corse et l'Office de l'environnement.
Donc, il s'agit là, par convention en date du 21 février 2023 avec la Direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture, le DGAMPA, ci-après désigné autorité de gestion. La collectivité de Corse, représentée par son président, a été désignée organisme intermédiaire chargé de la gestion des objectifs spécifiques régionaux du programme FEAMPA 2021-2027. Donc, c'est par un arrêté du CE du président du Conseil exécutif de Corse en date du 14 mars 2022. L'Office de l'environnement de la Corse a été désigné organisme subdélégué. Afin de formaliser cette subdélégation, il a été nécessaire de rédiger un protocole d'accord de gestion qui définissait les conditions dans lesquelles l'OICDC confiait à l'organisme subdélégué OEC la mise en œuvre de la gestion des mesures du FEAMPA. Ce protocole a d'ores et déjà été signé le 30/3/2023. En avril 2025, l'Office de l'environnement a été audité par l'ANEF, Autorité nationale d'audit de fonds européens, ancienne CICC, qui a demandé dans son rapport provisoire que soient détaillées dans ce protocole les missions respectives de chacune des parties. Pour information, cela n'avait pas été fait à l'initial parce que ce protocole d'accord de gestion était déjà utilisé par le FEP 2007-2013 et sur le FEAMPA 2014-2020 et qu'il n'y avait jamais eu aucune remarque malgré les différents contrôles. Donc, il est proposé à l'Assemblée de Corse de valider l'avenant numéro 1 du protocole d'accord de gestion qui précise exhaustivement les missions de la collectivité de Corse et de l'Office de l'environnement afin de répondre aux recommandations des auditeurs. Merci. Arin Raziabi, avis favorable de la Commission du développement. Est-ce qu'il y a des interventions? Il n'y en a pas, donc je mets le rapport aux voix. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions, des non-participations? Le rapport est adopté à l'unanimité. On peut passer au rapport 227. Avis de l'Assemblée de Corse relatif au projet d'extension du site Natura 2000 en faveur du JPAEC Barbu. Aïda Baroul. Arin Razia, président, et il s'agit là effectivement du JPAEC Barbu et d'un avis de projet d'extension du site Natura 2000 en sa faveur. Donc le JPAEC Barbu, l'Altor, espèce patrimoniale et emblématique des montagnes insulaires, fait l'objet de fortes préoccupations quant à sa survie sur l'île. Son effectif très réduit, 4 à 5 couples recensés en 2024, et sa diversité génétique extrêmement faible en font une espèce affichant localement un risque de disparition très élevé. Depuis 2016, plusieurs actions ont été engagées pour enrayer ce déclin, notamment dans le cadre du programme européen LIFE 20 JIP Rescue, sauvetage du JPAEC Barbu en Corse, coordonné par le Parc naturel régional de Corse, avec le soutien de nombreux partenaires locaux et européens. Dans la continuité des efforts engagés, il s'agit de prévoir l'extension de plusieurs zones de protection spéciales du réseau Natura 2000 afin, bien sûr, d'intégrer des sites de nidification récemment découverts hors des périmètres actuels, c'est plutôt une bonne nouvelle, protéger les zones d'alimentation identifiées comme essentielles pour les jeunes JPAEC, renforcer la cohérence territoriale des dispositifs de protection existants. Donc, ces propositions d'extension représentent une surface totale de 8 443,15 hectares concernant 4 ZPS situés exclusivement dans le périmètre du Parc naturel régional de Corse. Les 9 communes concernées ont délibéré, bien sûr, favorablement pour ce projet. L'extension des sites abordés dans le présent rapport concerne exclusivement des sites Natura 2000 portés par le Parc naturel de Corse. Par conséquent, les extensions envisagées n'entraîneront aucun surcoût pour la collectivité de Corse. De plus, cette extension est justifiée notamment suite à la connaissance de nouvelles zones où la présence du JPAEC Barbu est avérée. Ainsi, il n'est pas prévu de mener des actions supplémentaires autres que celles déjà mises en œuvre. Il s'agit simplement de mener les mêmes actions au sein de nouveaux territoires concernés. Il est donc proposé à l'Assemblée de Corse de donner un avis favorable à ce projet d'extension. Arin Raziabi. Arin Raziabi, est-ce qu'il y a un avis favorable de la Commission du développement? Est-ce qu'il y a des interventions? Oui, Madame Chiappini. Oui, merci. Oui, donc, bien évidemment, on votera ce rapport
comme on a voté les autres, mais celui-là un peu plus particulièrement, puisque comme le rappelait le président, effectivement, toutes les communes, les 9 communes concernées ont voté pour. Mais j'en profite juste, puisqu'on parle de territoire, de revenir sur, puisque là on est donc sur des zones de protection spéciale, mais j'en profite juste, puisqu'on a le président de l'office, pour demander juste un éclairage donc, sur les zones de protection intégrale, dont celle de Scandola, dont on avait parlé il y a quelque temps à l'Assemblée. Et à l'occasion du rapport, je vous avais alerté sur le fait que les communes concernées, du coup, se sentaient mises à l'écart entre l'État et la CDC qui ne trouvaient pas leur place, et que ces mêmes collectivités devaient être associées, ce qui n'avait suscité aucune opposition de votre part, Monsieur le Président de l'Office. Donc, juste pour avoir quelques éclaircissements sur où en est-on 6 mois après, sachant que le label UNESCO n'est pas encore sécurisé. Voilà. Merci d'avance. Merci. Monsieur le conseiller exécutif, vous voulez répondre? Merci. On sort du contexte du JPAET Barbu pour passer au Balbuzard, si je ne m'abuse. C'est ça. Et bon, alors, je ne sais pas si c'est l'objet que l'on doit débattre ici aujourd'hui, mais quoi qu'il en soit, sachez que pour ce qui est des zones de protection intégrale, nous avons fait de manière très ouverte un consensus extrêmement large, puisque nous avons associé les intercos du secteur au même titre que tous les maires, et nous avons évoqué le sujet, et les zones intégrales qui sont aujourd'hui pressenties pour l'être, je ne sais pas si vous faites référence à la pêche, je ne sais pas quel est le fond de votre pensée, mais nous avons débattu avec tous les acteurs de manière la plus large possible, et c'est autour d'un consensus, d'ores et déjà, que je peux vous dire que la reprise du décret qui avait été sollicité, nous sommes dans l'attente du feu vert de Paris pour réécrire le décret conjointement avec la DMLC. Donc, nous avons eu gain de cause sur les zones de protection intégrale qui avaient été pressenties dans le décret, et nous allons maintenant réécrire le décret comme nous le demande l'enquête publique en fonction des amendements que l'on a pu porter avec les maires au même titre que l'Office de l'environnement pour le modifier. Alors voilà, c'est tout ce que je peux rajouter. Merci pour ces informations. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Il n'y en a pas. Donc, je vais mettre le rapport aux voix. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Des non-participations? Le rapport est adopté. Ringrazio il Presidente dell'Ufficio dell'Ambiente. Donc, on peut passer social et santé avec le rapport 223, approbation de la convention annuelle d'objectifs et de moyens relatifs au parcours emploi compétences et à l'insertion par l'activité économique pour la Corse en 2025. E da Barul Caragussier. Ringrazio vous, caro Presidente. Saluto a tutte e a tutti. Dunque, questo rapporto di un approuve di convenzione l'était detta dans le cadre de notre politique d'insertion qui s'inscrit de manière plus large dans une politique de lutte contre la précarité. La collectivité de Corse a signé avec l'État une convention annuelle d'objectifs et de moyens afin de construire un parcours vers l'insertion durable pour les bénéficiaires du revenu de solidarité active, le RSA. Tout d'abord avec le dispositif prise en charge du parcours emploi compétences qui permet la mise en situation professionnelle. En 2024, 5 contrats ont été conclus. Il est proposé de maintenir le niveau d'engagement pour 2025, soit 34 186 €. L'autre dispositif concerné est l'IAE, l'insertion par l'activité économique, qui s'adresse prioritairement aux personnes les plus éloignées de l'emploi au sein du public bénéficiaire du RSA et qui permet la mise en situation professionnelle dans les chambres de métiers et dans les chantiers d'insertion. Il est proposé de maintenir le nombre de postes cofinancés au même niveau qu'en 2024, soit 184 contrats à durée déterminée d'insertion, CDDI, et mobiliser 1 255 214 €.
Vous pouvez remarquer que la collectivité de Corse dispose d'un solde de trésorerie de 638 000 € à l'Agence de services et de paiement, qui correspond à des crédits non consommés les années précédentes. La participation globale de la collectivité au dispositif d'insertion professionnelle de ces publics très éloignés de l'emploi pour cette année, grâce à une gestion rigoureuse de ces crédits, nous permet d'ajuster notre participation sans réduire notre engagement à 618 214 €. Arin Graziavi. Arin Graziavi, donc avis favorable de la commission sociale et avis favorable de la commission des finances. Est-ce qu'il y a des interventions? Oui, Paul Jo. Oui, Président. Oui, salut à toutes. Alors, je voudrais souligner l'importance de ce dispositif qui permet vraiment la reconstruction de personnes dans différents domaines et de le joindre à ce qui pourrait être une stratégie plus globale avec les MFR, les maisons familiales et rurales, en lien avec le lycée agricole et la formation en para des chambres de métiers, ce qui nous permettrait de récupérer les décrocheurs et vraiment de rentrer dans un dispositif important. Moi, j'avais juste une question, c'est l'excédent des 600 000 € et quelques, de savoir pourquoi. Est-ce que c'est parce que l'État a bloqué le nombre de bénéficiaires potentiels? Très bien, merci. Madame la conseillère exécutive. Alors, je n'ai pas bien entendu parce que ça passe très mal. Je pense que Paul Jo voulait parler des crédits non consommés. Ça veut dire qu'en fait, il y a eu moins de personnes que prévu qui s'étaient présentées et qui ont été recrutées, entre guillemets, pour les chantiers d'insertion. Vous vous rappelez que quand on a voté ce rapport concernant l'insertion, on avait refusé, et on avait été d'accord avec Corinne Franck d'ailleurs, à ce que les RSA aient vers un emploi, parce que ça nous semblait faire 15 heures par semaine pour un RSA, pour juste faire un habillage en disant il retourne vers l'emploi. Non, nous avons un véritable parcours de compétences qui est pratiqué avec notamment les chantiers d'insertion pour voir si ces personnes peuvent retourner vers un emploi pérenne et stable. Et ce solde de crédit, en fait, c'est juste qu'il n'y a pas tout le monde qui s'est tourné vers... C'était pas peut-être suffisamment connu et à l'époque relaté, et donc c'est pour cela que nous avons ce solde. Merci beaucoup. Merci pour ces précisions. Donc, on peut mettre le rapport aux voix. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions, des non-participations? Donc le rapport est adopté à l'unanimité. Arin Graziavi. Le rapport 233, modification partielle du règlement d'aide et d'action sociale et médico-sociale concernant l'aide exceptionnelle de fin d'année. Vous avez la parole. Arin Graziavi, caro Presidente. Donc, depuis plusieurs années, la collectivité de Corse met en place chaque année une aide exceptionnelle de fin d'année. C'est ce qu'on appelait communément dans les ex-départements, c'était l'aide exceptionnelle pour les fêtes de Noël, en fait. Donc, cette aide va pour les ménages les plus précaires. Nous souhaitons qu'elle bénéficie prioritairement aux ménages avec enfants et aux personnes âgées. Nous l'avons inscrite à notre règlement des aides et actions sociales. Je tiens à souligner que nous sommes une des dernières collectivités à maintenir celle-ci sous cette forme, puisque, bien entendu, il s'agit d'une aide extra-légale. Les chiffres communiqués dans ce rapport vous permettent de constater que, hormis la période Covid, le nombre de nos bénéficiaires est resté stable. L'aide accordée varie entre 120 et 360 € par ménage, selon qu'il y ait une personne seule ou enfant. Nous évaluons régulièrement nos dispositifs et nous avons voulu vérifier si les personnes ciblées par cette aide bénéficiaient bien de celle-ci. Les résultats de cette évaluation et les indicateurs sociodémographiques nous amènent à faire le choix de recentrer le dispositif sur les personnes avec enfants mineurs à charge, en couple ou qui sont des familles monoparentales, ainsi qu'aux personnes âgées de plus de 70 ans. Je souligne que l'évolution de cette aide s'inscrit surtout dans une démarche d'amélioration constante des dispositifs d'aide extra-légale. Par exemple, avec la mise en place de nouveaux dispositifs de soutien, je pense notamment à l'aide aux situations ponctuellement dégradées que je vous avais présentée, l'aide à la mobilité, l'aide à la garde d'enfants pour des bénéficiaires du RSA. Et surtout, nous travaillons, vous le savez, à travers nos politiques sociales et de santé, à agir sur les causes structurelles de la précarité. Il vous est donc proposé de modifier partiellement ce règlement d'aide et d'action sociale et médico-sociale de la collectivité et d'affecter la somme de 500 000 €. Arin Graziavi.
Gradia. Donc, il y a un avis favorable de la commission de la culture et un avis favorable de la commission des finances. Est-ce qu'il y a des interventions? Oui, pour le fils Benedetti. Bon, moi je ne partage pas du tout la vision politique qui est sous-jacente à ce dossier. On ne fait pas d'économie sur le social. On ne peut pas annoncer qu'on a seulement un quart des ayants droit qui sont bénéficiaires de l'aide de fin d'année et ensuite amputer la moitié de ce quart au prétexte qu'on va mieux aider. C'est quelque chose d'illogique. C'est quelque chose de confus et d'irrationnel. On ne peut pas faire des économies budgétaires sur le dos de l'aide sociale. Posez-vous la question, pourquoi tous ceux qui y ont droit ne touchent pas l'aide sociale? Pourquoi le taux de pénétration dans les familles miséreuses de Corse est aussi faible? Mais ne cherchez pas à faire des coupes budgétaires sur ce système. Il est pénalisant parce que vous avez, je lis votre rapport, hein, vous dites que vous avez 80% aujourd'hui des bénéficiaires qui sont des personnes isolées, 60% des personnes qui ont plus de 60 ans, et derrière, vous voudrez ramener l'aide sociale exclusivement aux familles monoparentales ou aux familles avec des enfants mineurs en précarité. On est très en deçà des 80% où il y a des gens isolés sans enfants. Ensuite, vous voulez ramener ça à des personnes de plus de 70 ans, alors que vous avez 60% des aides sur des personnes qui ont 60 ans, et tout ça pour à la fin ramener la dotation budgétaire allouée antérieurement, qui en moyenne est de 700 000 euros, à 500 000 euros. Donc l'objectif avoué, c'est de gagner 200 000. Moi, j'aurais compris que vous cibliez mieux et que la quantité disponible soit divisée par les nouveaux bénéficiaires. Ça peut se discuter, mais pour moi, ça ne serait pas discutable non plus. Et ensuite, cerise sur le gâteau, vous coupez au niveau du quotient familial. Et vous mettez un plafond, alors je n'ai pas trop compris, si vous restez à 5 parts, à ce moment-là, ça veut dire que c'est le 7e enfant qui est sacrifié, ou si vous restez au maximum de 3 parts et demi, comme vous l'avez écrit dans votre règlement, et à ce moment-là, c'est le 4e enfant qui dégage. Moi, je suis issu d'une famille de 7 enfants. Donc les familles nombreuses, ça existe. Alors, moi, j'ai presque l'impression de voir un rapport qui peut être l'émanation de quelque chose qui est dans une vision, je dirais, très ultra de la politique sociale. Moi, je pense que ce rapport, vous devez le retirer, réfléchir et ne pas vous amuser à faire une coupe budgétaire sur le social. Surtout quand vous savez que tous ceux qui l'ont aujourd'hui le méritent. Pourquoi? Parce que vous dites que 30% de ceux qui touchent l'aide sociale n'ont pas d'autres aides et qui ne sont pas répertoriés par vos services. Alors, est-ce qu'on a donné des aides abusives? Moi, c'est la deuxième question que je pose. Est-ce qu'il y a des aides abusives? Je suppose que non. Sinon, il y aurait des enquêtes administratives. Donc, là, tel que vous partez sur la méthode, juste avant Noël, d'expliquer qu'on va enlever 160 € en moyenne à des personnes bénéficiaires, moi, je pense que vous êtes tombé sur la tête. Je vous ai fait le cadeau de ne pas demander à ce que ça passe en session plénière. Mais faites-moi le cadeau de le retirer. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Non, donc parole à l'exécutif. Alors, d'abord, pour le Félix, ce ne sont pas des aides sociales, c'est de l'aide extra-légale, on est d'accord. Sur l'aide sociale, on a beaucoup augmenté. On augmente un budget en 5 ans de 30 millions, on ne peut pas dire qu'on n'a pas augmenté. Et j'ai bien expliqué dans le rapport... Non, mais ça, c'est une aide de fin d'année. Paul Félix, c'est vrai qu'il y a eu déjà des cas abusifs. On ne va pas aller dans l'administratif à vérifier si sur 120 € ça a été donné de manière abusive ou pas. Il y a les mairies qui donnent beaucoup de cadeaux actuellement et c'est une bonne chose. Je pense qu'il faut s'appuyer effectivement sur les mairies et sur les intercos. On a augmenté par ailleurs. C'est ça que je veux vous démontrer. C'est pas pour amputer de 200 000 €. On n'est pas près de 200 000 € près. C'est pas la question.
On a bien compris. Si on augmente de 30 millions un budget, c'est pas pour enlever 200 000. C'est qu'on a des aides par ailleurs. Vous parlez des enfants. Je suis bien d'accord. C'est vrai que moi-même, quand j'ai vu le rapport, j'ai dit, c'est vrai que c'est pas explicatif d'avoir 5 enfants. Parce que le 7e, mais sur le 7e, on a justement augmenté les AMT, ce qu'on appelle les aides mensuelles temporaires. Donc, on ne peut pas à chaque fois cumuler plein d'aides. C'était plutôt ça, la volonté de rationaliser. C'est pas la volonté de diminuer du budget, parce que si j'avais diminué d'1 million, je comprendrais, ou de 2 millions, mais 200 000 euros, c'est pas le problème. C'est le problème de rationaliser. Et ça, qu'à un moment donné, il y avait des gens qui se présentaient pour l'aide exceptionnelle de fin d'année, qui peut-être n'avaient pas besoin de cette aide. C'est plutôt ça, la vraie question. Et la vraie question qu'il faut se poser aussi, c'est ça. Et c'est pas du tout pour tirer sur l'ambulance. Loin de là, au contraire. Et vous le savez, qu'on ne travaille pas comme ça au social. Bien au contraire, puisqu'on demande toujours des budgets qui sont en progression constante. Donc, on ne peut pas nous demander d'un côté de faire, je viens de le dire, par exemple, les aides aux situations qui sont dégradées. Ça n'existait pas. On l'a fait, y compris pour des gens qui sont à la limite du social, qui sont parfois un peu au-dessus, mais qui sont quand même qui ne sont pas dans les minima sociaux stricto sensus, mais qui dépassent un peu et qui se retrouvent en difficulté. On essaie justement d'élargir le public et d'aider le plus. On a augmenté notre dotation à l'aide élémentaire sur beaucoup d'associations. Donc, à un moment donné, c'est normal aussi qu'on vérifie certaines choses. Après, on peut le retirer et le repasser à la prochaine, mais dans le fond, ce rapport, il n'est pas... on peut en discuter avec vous si vous voulez, mais franchement, ce n'est pas quelque chose fait pour limiter et pour faire, entre parenthèses, pour léser certains publics dans le social. Loin s'en faut. Parce que sinon, non. Comment ? Non, mais ça, Paul Félix, on peut le faire. Mais ça ne veut rien dire de faire une lettre. Il faut aussi qu'effectivement, ça reste... Il faut que ça reste aussi dans le cadre. Je veux dire, on ne peut pas nous reprocher d'avoir des budgets à la limite en déséquilibre et que la collectivité s'endette sans que pour autant qu'on ne vérifie pas certaines choses. Je pense que c'est logique aussi. Maintenant, on peut le retirer, le travail en commission si vous le voulez. On travaille avec vous ou d'autres s'ils sont d'accord. Il n'y a pas de souci. Mais vous verrez que les études qu'on a faites sur les personnes qui bénéficient et qui demandent cette aide, vous verrez qu'on ne se trompe pas. Mais volontiers, on le retire, on le travaille en commission. Très bien. Merci. Donc, vous avez fini vos rapports. Merci. Et on peut passer au développement économique avec le rapport 265. Consultation de la collectivité de Corse par la société de gestion du fonds professionnel de capital investissement Travalca concernant la modification du règlement du fonds et suite éventuelle. Qui présente? Saluto, signor Presidente. Mi presento io. Salute, alla parola. Ringraziarvi. On passe vous l'avez dit, de l'insertion au développement économique et c'est intéressant parce que les deux sont fondamentalement liés si on veut éviter y compris les débats que nous avons aujourd'hui ici, que je viens d'entendre. Donc, vous l'avez rappelé, il s'agit à travers ce rapport de proposer une modification du règlement du fonds Travalca. C'est un fonds qui a été mis en œuvre en 2021, que la collectivité a approuvé. C'est un fonds qui doit permettre la prise de participation en fonds propres, renforcer les fonds propres des entreprises, notamment des entreprises à potentiel. Ce projet qui a été dimensionné à hauteur de 23 millions d'euros est porté par la BPI en mobilisant à la fois des fonds d'État, des fonds donc de la collectivité et des capitaux privés d'entreprises ayant en tout cas leur siège en Corse. Je ne dirais pas Corse pour certaines, mais au moins leur siège en Corse. Je pense aux banques généralement, la Banque Populaire, le Crédit Agricole, la CEPAC, mais aussi la Mutuelle de la Corse. Ce fonds, il a été confié à la société de gestion Femovi Ventour, et la convention, elle prévoyait un investissement de la CDC à parité avec BPI dans la limite de 25% du total, soit 6,5 millions d'euros. Donc la collectivité de Corse, elle apparaît comme un pilier du fonds Travalca.
et cet équilibre entre fonds publics et fonds privés garantit que même avec l'apport de l'État, le fonds demeure un outil enraciné dans l'île, conçu par et pour les Corses. Et ça permet aussi de s'assurer que la maîtrise du capital reste corse et en Corse. Et ça permet aussi de protéger donc notre économie d'une forme de dépendance. Confère aussi le débat qu'on a eu sur d'autres types de fonds. Je veux parler des fonds, des FIP, des fonds d'investissement de proximité. Là, vous l'avez compris, on n'est pas là-dedans, on est bien sur un fonds qui est maîtrisé par la Corse. Depuis sa création, il faut le reconnaître aussi, hein, c'est un fonds qui n'a pas eu une grande action parce que globalement, on le verra, avec un ticket d'investissement relativement élevé, il y a peu d'opérations. Les opérations qui ont été financées, ce sont notamment Voltaïca, l'entreprise Voltaïca et l'entreprise Oscawo Power, et une troisième qui est en cours de réalisation. Et c'est aussi pour ça que FEMUBI sollicite aujourd'hui une modification du règlement qui consiste d'abord à porter le fonds Tavalca à 25 millions d'euros, mais qui consiste surtout à une modification sur les 4 points qui sont présentés dans le rapport. Le premier point, c'est la modification du ticket d'investissement. Vous l'avez compris, aujourd'hui, le ticket minimal d'investissement, il avait été fixé à 700 000 euros. Et on vous propose, enfin la société de gestion, FEMUBI, propose à ce que nous le passions à 500 000 euros. Ça permettra d'élargir le spectre d'intervention du fonds et d'avoir des cibles supplémentaires. Ça, c'est le premier point, avec un avis favorable des services de l'ADEC. Deuxième point, c'est la réouverture mécaniquement aussi de la période de souscription jusqu'au 31 décembre 2025, qui permettra de se donner le temps de mobiliser les fonds nécessaires. Le troisième point, on est un peu plus dans la technique, c'est la modification de l'ordre de remboursement dit waterfall. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, dans la mécanique de remboursement, la collectivité de Corse et l'État étaient prioritaires sur les partenaires privés. Aujourd'hui, par un souci d'équilibre, c'est à peu près toujours comme ça que ça se fait dans les fonds. Elle se situerait pari passif, passu, hein, c'est la forme envisagée. Et globalement, le remboursement se ferait donc de manière égale pour l'ensemble des partenaires. Mais en contrepartie, c'est le point 4, modification de l'article relatif à la réserve. Quand le fonds bénéficiera d'excédents, parce que ça arrive aussi hein, sur les investissements, on ne pourra procéder à aucune redistribution des partenaires privés de cet excédent tant que le remboursement des partenaires institutionnels, c'est-à-dire État et collectivités de Corse, ne sera pas fait. Donc ça, c'était le point 4 qui vient bien sûr équilibrer le point 3. Voilà, sachant que je vous le disais, l'ADEC a émis un avis favorable, mais néanmoins, bien entendu, on propose à l'Assemblée d'approuver l'avis formulé par l'ADEC sur la modification de ces 4 points du règlement du fonds Tavalca. Harry Graziabi. Harry Graziabi, donc, avant de commencer le débat, ouvrir le débat, je vais faire voter d'urgence. Alors, est-ce qu'il y a des oppositions à l'urgence, des abstentions, des non-participations? Donc, l'urgence est validée à l'unanimité à Ringrazab et s'il y a des demandes d'intervention. Il n'y en a pas. Donc, je mets ce rapport aux voix. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions, des non-participations? Non-participation de Paul-Félix Benedetti. Donc le rapport est adopté. Harry Graziabi et Jean-Coussi Rezegoudi. Allez, à domani. À domani. Donc on peut passer au rapport 234. Oui. Oui. Merci. Avant que Bianca s'en aille, juste parce que j'ai cru l'espace d'un instant que ça n'avait pas été le cas, pour la rassurer, le rapport précédent, mais comme elle a parlé, je n'ai pas repris la parole après, le rapport précédent qui a été évoqué est déjà passé en commission, hein, que tout le monde soit rassuré. Non, mais il repassera en commission puisqu'il a été retiré, mais je le dis un peu pour pas tout ces gars à peine à Paul Félix, et déjà passé en commission, et tu rapport tout dit commission, de coup il vote et tout. Ça d'accord, mais il est déjà passé en commission. Merci pour ces précisions, mais Bianca, dans
la grande sagesse, réunira une autre commission avec Paul Félix Benedetti. Ce sera une commission spéciale. Ringraziamo. Donc, rapport 234, administration générale, résiliation amiable du bail amphithéotique consenti le 21 décembre 2017 par l'ex-conseil général de la Corse du Sud à la commune d'Ajaccio et portant sur le bâtiment dénommé Foyer Notre-Dame, pouvoir donner à M. Dominique Livré, les conseillers exécutifs, de signer l'acte authentique correspondant. M. Paoli, vous avez la parole. Vous avez tout dit, Monsieur le Vice-président. Donc, en effet, il s'agit d'autoriser Dominique Livré à signer la résiliation de ce bail. C'est un dossier qui date, puisque ce bail, à l'origine, avait été signé par l'ex-conseiller général de la Corse du Sud, c'est en 2017, à la commune d'Ajaccio, où c'était pour le bâtiment qui anciennement hébergeait un établissement pour personnes âgées, le foyer Notre-Dame, avenue Docteur Noël Franchini. Et donc, c'est la résiliation d'un bail à l'amiable. La commune a délibéré sur la résiliation de ce bail, donc de même que la collectivité de Corse en 2019, pour de multiples raisons, la résiliation n'a pas été régularisée. Donc l'objet, c'est de régulariser cette convention conformément aux délibérations précédentes. Je vous remercie. Avis favorable de la Commission des finances. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention? Il n'y en a pas. Donc je mets aux voix. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Des non-participations? Le rapport est adopté à l'unanimité. On peut passer au rapport 238, adhésion de la collectivité de Corse à la Société française d'évaluation, SFE, programme 6131, évaluation des politiques publiques. Vous avez la parole. Oui, il s'agit en effet de proposer l'adhésion de la collectivité de Corse à l'association Société française de l'évaluation. Donc, cela doit permettre de réinterroger les politiques publiques et doter la collectivité de Corse d'une compétence évaluatrice, ça dans la lignée de ce qui avait été dit et engagé dès 2016 et confirmé dans l'organisation de la collectivité de Corse en 2018, notamment par la création d'une direction dont le périmètre a été élargi de la tutelle sur les agences et offices en 2019 et donc une direction dédiée aux évaluations des politiques publiques menées par la collectivité de Corse. Donc cette adhésion elle va permettre de progresser en matière de fonctions évaluatives au sein de la collectivité de Corse, donc consolidation de ces fonctions évaluatives, montée en charge de l'évaluation de toutes les politiques publiques, et élargissement des partenariats existants, notamment par exemple avec l'association Région de France ou encore avec les groupes de travail et les réseaux des évaluateurs régionaux. Donc la Société française de l'évaluation, c'est une association indépendante et qui est représentative de la communauté de l'évaluation. Donc vous avez les différentes missions qui sont détaillées dans le rapport en termes d'impact budgétaire. C'est un montant total affecté de 725 €. Je vous remercie. Avis favorable de la Commission des finances. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention? Il n'y en a pas. Je mets aux voix. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Des non-participations? Le rapport est adopté à l'unanimité. Donc on peut passer au rapport 219, système d'information, annexe, projet relatif au projet Gertrude, donc assistance, maintenance et évolution. Vous avez la parole. Oui, ce projet d'engagement relatif au projet Gertrude 4 concerne
la relation entre la collectivité de Corse et la centrale d'achat Epsilon. En effet, la collectivité de Corse est membre de la centrale d'achat informatique Epsilon pour mener à bien les opérations de maintenance du logiciel Gertrude. Je rappelle que le logiciel Gertrude est destiné à l'inventaire du patrimoine. Ce logiciel a été construit afin de respecter les normalisations méthodologiques et techniques mises au point par le ministère de la Culture. Donc, c'est un logiciel qui est utilisé depuis un certain temps par la collectivité de Corse. En effet, la délibération en date du 1er juin 2017, l'Assemblée de Corse a approuvé la convention cadre entre la collectivité de Corse et la centrale d'achat Epsilon, ainsi que le projet Gertrude 2, donc c'est en 2017, pour l'assistance, la maintenance et les évolutions du logiciel du même nom. Donc c'est un logiciel qui est utilisé par la direction du patrimoine, notamment pour l'inventaire culturel. Ensuite, l'accord cadre a été prolongé 2 ans, du 19 août 2019 au 16 août 2021, par délibération de l'Assemblée de Corse, donc délibération de septembre 2019. Et ensuite, la collectivité de Corse a fait le choix de pérenniser l'utilisation de ce logiciel. Et donc, le projet Gertrude s'est poursuivi du 19 octobre 2021 pour une durée de 24 mois, renouvelable 2 fois, et soit jusqu'au 19 octobre 2025. Et cette prolongation jusqu'en octobre 2025 a été approuvée lors des sessions de l'Assemblée de Corse de mars 2022, puis de janvier 2024. Donc il s'agit ici encore de pouvoir prolonger ce projet Gertrude. Donc cette prolongation elle prendra effet à partir d'octobre 2025 pour une durée de 2 ans, reconductible 2 fois 1 an. Et en ce qui concerne l'engagement financier, la collectivité bénéficiera d'une tarification préférentielle, étant une région non continentale et au vu de la faible volumétrie des dossiers qu'elle traite. Et donc, l'article 4 de l'annexe du projet précise les dispositions financières, donc elles sont détaillées dans le rapport. C'est un engagement financier de 25 827 € pour la collectivité de Corse d'octobre 2025 à octobre 2027, dont 8 945 € pour les prestations mutualisées d'assistance et maintenance, 13 597 € pour les prestations mutualisées d'évolution, 2 560 € pour l'assistance à la maîtrise d'ouvrage informatique et enfin 725 € pour les prestations de réversibilité sortante. Voilà, je vous remercie. Ringraziabi. Donc, il y a un avis favorable de la Commission des finances. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention? Il n'y en a pas. Donc, je mets aux voix. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions, des non-participations? Le rapport est adopté à l'unanimité. On peut passer au rapport 224. Adhésion de la collectivité de Corse à l'association Cotter Numérique. Aïda Baroul. Oui, il s'agit de proposer l'adhésion de la collectivité de Corse à l'association Cotter Numérique. Donc, cette adhésion représente une opportunité pour la collectivité de Corse afin de partager avec plusieurs centaines de collectivités territoriales les problématiques, enjeux et solutions liées au numérique et au système d'information. Comme vous le savez, le numérique aujourd'hui s'impose comme un levier stratégique pour moderniser les services publics locaux et les collectivités territoriales et bien sûr la collectivité de Corse doivent relever ce défi de la transformation digitale pour améliorer leur efficacité administrative, mais aussi renforcer la transparence et favoriser la participation des citoyens. Donc cette adhésion a pour but de bénéficier de l'expérience d'un réseau de collectivités territoriales, de partager les problématiques, les besoins et les solutions et de participer aux différents groupes de travail notamment. Donc la somme de la cotisation annuelle pour cette adhésion est de 480 € et a été définie par le conseil d'administration de l'association. Je vous remercie. Ringraziabi. Donc, avis favorable de la commission du développement et avis favorable de la commission des finances. Est-ce qu'il y a des interventions? Il n'y en a pas, donc je mets aux voix. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions, des non-participations? Le rapport est adopté
on peut passer au foncier avec le rapport 220. Donc, résiliation du bail amphithéotique avec la commune d'Yaoulpayola et d'Avaroula. Oui, il s'agit en effet de proposer la résiliation d'un bail amphithéotique qui a été signé avec la commune de Volpayola alors c'était en 2002. Donc il a commencé à courir au 1er novembre 2002 et doit expirer au 31 octobre 2101. Donc ce bail avait été publié, enregistré à la conversion des hypothèques de Bastia. Il concerne 2 parcelles qui sont situées face à la gare de Barquette. La parcelle section D491 d'une superficie de 1000 m² et la parcelle D492 d'une superficie de 2000 m². La commune avait pour projet la construction d'une école sur cette parcelle, mais ce projet n'a finalement pas pu être mis en œuvre dans le délai de 5 ans à compter de l'entrée en vigueur du contrat. Et donc, la commune s'est prononcée récemment pour la résiliation de ce bail amphithéotique avec la collectivité de Corse. Donc, c'est une délibération de la commune du 11 avril 2025. Donc, je vous propose de procéder à la résiliation amiable de ce bail et d'autoriser Lauda Guidicelli à signer tous les actes afférents à ce dossier. Je vous remercie. Donc, avis favorable de la commission de développement. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention? Il n'y en a pas. Moi, j'ai juste une petite question. Est-ce qu'on a un projet sur ce terrain? Ou on va le laisser à l'abandon, comme il a été jusqu'à maintenant Pas à ma connaissance. Mais j'imagine que vous avez des idées en qualité d'ancien président des CIS. Des services, peut-être. J'ai toujours des idées. La communauté des communes pourrait être intéressée par ce terrain, on me dit, et notamment pour un projet sportif, d'équipement sportif. Donc voilà, on va étudier cette demande avec attention. Je me disais aussi que ça manquait, avec une école à côté, pas d'endroit pour faire du sport ou se retrouver. Donc je m'en félicite. Merci pour votre réponse. Est-ce qu'il y a d'autres demandes d'intervention? Non, donc je mets le rapport aux voix. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions, des non-participations? Donc le rapport est adopté à l'unanimité. On peut passer aux ressources humaines avec le rapport 221, Convention de moyens 2025, Association prévoyance des anciens conseillers généraux de Corse du Sud. Edar Baroul. Oui, c'est un rapport qui revient tous les ans. Hein. C'est le versement de la subvention d'équilibre à l'association de prévoyance des anciens conseillers généraux de Corse du Sud. Ça a pour objet d'assurer le versement des pensions de retraite aux anciens conseillers généraux et à leurs ayants droit, en fonction des droits acquis, à une pension de retraite avant le 30 mars 1992. Et les charges correspondantes sont couvertes par une subvention d'équilibre qui est versée par les collectivités concernées. Donc au départ, bien entendu, le département de Corse du Sud et aujourd'hui la collectivité de Corse, depuis le 1er janvier 2018. Donc ça représente un montant total de 44 395 € pour l'exercice 2025. Ça constitue près de 94% du budget de l'association et ça finance 5 pensions de retraite. Donc, avis favorable de la commission des finances. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention? Donc, je vais mettre au voie le rapport. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions, des non-participations? Le rapport est adopté à l'unanimité. Rapport 222, demande de remise gracieuse formulée par un agent de la collectivité de Corse ayant fait valoir
Ces droits à la retraite, Edgar Baroul. Oui, il s'agit d'une demande de remise gracieuse qui a été présentée par un ancien agent qui a quitté la collectivité de Corse suite à sa radiation des cadres pour mise à la retraite pour invalidité imputable au service. La durée de traitement de ce dossier a engendré un décalage important entre la date de radiation rétroactive des cadres de l'intéressé, date de survenance de sa limite d'âge, et la date d'effectif du versement rétroactif de la pension. Ainsi, il est proposé d'émettre un avis favorable à la demande de remise gracieuse qui a été formulée par cet agent, qui est d'un montant de 10 782 € et qui a l'écart entre les salaires perçus durant l'instruction du dossier et la pension de retraite de l'agent. Je vous remercie. Merci. Avis favorable de la Commission des finances. Est-ce qu'il y a des interventions? Il n'y en a pas. Et je vais mettre aux voix. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions, des non-participations? Le rapport est adopté à l'unanimité. On peut passer au rapport 261, modification du tableau des effectifs de la collectivité de Corse. Edgar Baroul. Oui, il s'agit en effet d'une modification du tableau des effectifs afin de l'adapter à l'évolution des besoins en matière de gestion des effectifs de la collectivité de Corse. Donc, le présent rapport il porte notamment sur les créations nécessaires à la mise en œuvre des opérations de gestion courante, notamment les lauréats, concours et les changements de filière. Donc, vous avez la liste des postes concernés dans le rapport qui est détaillé. Hein. Je ne vous fais pas une lecture exhaustive de ces créations. Ensuite, deuxième point, les corrections et ajustements du référentiel en organisation, c'est-à-dire la modification et la création d'opérations de recrutement dans les trajectoires externes et internes afin de laisser le choix aux agents dans le cadre de la mise en œuvre de la réorganisation des services et de remplir nos obligations de publicité de poste. Enfin, troisième point du rapport, les propositions de création et de transformation de postes qui concernent les établissements d'enseignement pour la rentrée scolaire 2025. Et enfin, quatrième et dernier point, les créations de postes nécessaires à la mise en œuvre des opérations en matière d'avancement et de promotion de cadres d'emploi. Donc, les crédits nécessaires à ces recrutements sont imputés au programme budgétaire correspondant. Et dernier point à souligner, les opérations de mobilité interne sont privilégiées dans le cadre de la réorganisation des services et l'impact financier des recrutements est contenu dans l'enveloppe budgétaire qui a été votée concernant la masse salariale, c'est-à-dire le chapitre 012. Je vous remercie. Merci. Donc, un avis favorable de la Commission des finances. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention? Pour Félix Benedette. Je pensais qu'après la présentation d'un document de cadrage qui ressemblait à un organigramme qu'on appelle REO, qu'on aurait plus de visibilité. Moi, j'en ai pas plus. À la vue de ce document, je ne sais pas trop combien on crée de postes, fondamentalement, combien on adapte de postes en faisant des mutations, des changements de grade en fonction des concours et autres. Ce que je vois d'à peu près certain, c'est qu'il y a 18 cadres qui sont créés, 18 postes d'encadrement, 5 ou 6 cadres, postes d'agents techniques, essentiellement dans les collèges et lycées. Le reste, je vois moins. Bien entendu, c'est les adaptations en vue des dispositions d'avancement et autres. Mais logiquement, vous vous étiez engagé à présenter un tableau d'effectifs chaque fois qu'il y avait une modification de l'effectif. Ce n'est pas le cas. Moi, je pose une question. On crée 17 postes de cadres. Vous expliquez qu'ils sont nécessaires. Ils sont probablement nécessaires puisqu'il y a plus d'une centaine de cadres qui sont en CDD à la collectivité territoriale et qui sont pour la plupart sur des CDD permanents. Donc, la logique et la rationalité, c'est d'expliquer, en créant un poste de titulaire,
qu'est-ce qu'on va dégager sur les précaires? Où sont les compensations? Quelle est l'incidence financière de toutes ces mesures? Vous vous étiez engagé à le faire, vous ne le faites toujours pas. C'est toujours un almanach. Et honnêtement, si on n'a pas la tête dans votre tableur Excel de votre gestion des personnels ou votre base de données Microsoft ou autre, c'est impossible. Donc c'est à vous de faire l'effort à titre de pédagogie, mais aussi à titre de transparence, de donner les documents. On ne les a toujours pas. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Non. Donc la réponse à l'exécutif. Mais je pense que tous ces postes étaient prévus dans les REO sans trop avancer. Toujours des sujets complexes, hein. Donc excusez-moi d'avoir pris un peu de temps pour interroger les services. Donc sur la nécessité, ou la demande plutôt, hein, de Paul Félix d'organiser une réunion plus de travail, hein, technique, hein, sur le REO, hein, sur le référentiel ordre d'organisation et tous les impacts en cascade, à la fois budgétaires et en termes d'effectifs, bien entendu, qu'on peut l'organiser dans le cadre des commissions ou dans un autre cas, il n'y a pas de problème pour être totalement transparent sur ces points-là. Concernant ce rapport, de manière plus spécifique, il découle de choix qui ont été faits et validés par l'Assemblée de Corse récemment, avec bien sûr le référentiel en organisation. Également, ce sont la déclinaison très opérationnelle de la mise en œuvre du nouvel organigramme. Donc ça traduit aussi la volonté de mettre en œuvre ce nouvel organigramme et donc la réorganisation de la collectivité de Corse telle qu'elle vous a été présentée. On a par ailleurs, à travers ce rapport, une obligation de publicité, notamment pour les recrutements en externe sur des CDI. Et donc c'est dans ce cadre-là. Alors, généralement, je dirais, c'est des choses qui sont déjà effectives, mais pour lesquelles on a besoin, pour le respect des procédures, d'avoir une publicité sur ces postes-là. Donc il ne s'agit pas de recrutement. Et derrière, une fois que les postes auront été pourvus, hein, les autres seront supprimés. Donc c'est l'effectif global de la collectivité de Corse reste constant. C'est surtout ça qui est important. Et pour les autres items, hein, vous l'avez vu, il s'agit essentiellement de procédures classiques, d'avancement, de personnel dans les collèges et lycées dans le cadre des discussions avec le rectorat, notamment. Donc il n'y a pas de modification importante et pas d'impact, en tout cas, à la fois sur le nombre de personnel, ni d'un point de vue budgétaire. Et en tout cas, c'est dans le cadre du budget tel qu'il a été voté. Mais bien sûr qu'on est tout à fait disposé à travailler plus en détail pour vous fournir l'ensemble des informations sur ces postes-là, sur ce rapport-là, pardon.
Merci pour ces précisions. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Il n'y en a pas. Donc, je mets aux voix ce rapport. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Des non-participations? Aude-Félix Bénédette, Mme Tchapine et le groupe de Jean-Martin Sofiono. Aussi. Et Participation. non-participation du groupe avancé. Ingrazia, donc le rapport est adopté et on peut passer au rapport 236 avec l'acquisition de matériel spécifique destiné aux forestiers sapeurs et approbation des conventions relatives aux dispositifs estivaux de surveillance et de celles relatives à la réalisation de chantiers de brûlage dirigé, programme 2025. Oui, Aïda Baroul. merci. Il s'agit d'approuver notamment le plan de financement des opérations éligibles aux subventions de l'État au titre des fonds, au titre des crédits de la forêt méditerranéenne et d'autoriser le président du Conseil exécutif à signer les conventions correspondantes donc pour obtenir ces crédits de la forêt méditerranéenne. Donc ce plan de financement il couvre différentes actions, la mise en œuvre d'un dispositif de surveillance terrestre par les forestiers sapeurs dans le Chismont et le Poumont, la réalisation de chantiers de brûlage dirigé, ainsi que l'acquisition d'un véhicule incendie. Avec ces différentes opérations, donc surveillance, brûlage dirigé et achat de véhicules, le droit à l'attribution d'une subvention s'élève à 1 072 320 € au titre du fonctionnement et à 68 555 € pour l'investissement, donc sur un montant total hors taxe de la dépense subventionnelle d'1 476 469, donc plus d'1 100 000 de subventions de l'État et donc un reste à charge pour la collectivité de Corse d'environ 335 000 €. Je vous remercie. Donc, un avis favorable de la Commission du développement économique, un avis favorable de la Commission des finances. Donc, est-ce qu'il y a des interventions? Donc, il n'y en a pas. Donc, je mets aux voix le rapport. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions, des non-participations? Le rapport est adopté à l'unanimité. On peut passer au rapport 237, subvention exceptionnelle en faveur d'Aquaboubli concernant la réparation à la sécurisation de la canalisation de la nuit d'eau potable située en galerie technique dans le tunnel d'Iwashtir. Oui, la collectivité de Corse a en effet été saisie par la régie des eaux du pays ajaccien, Aquaboubli, demande de subvention pour la réparation et la sécurisation d'une canalisation d'adduction en eau potable qui est située dans le tunnel de Bastia. Cette canalisation elle a été posée en 1979 et elle relie l'usine de traitement du Lancône au réservoir du Cap Corse et elle connaît depuis plusieurs années des fuites et des problèmes de continuité de service. Il y a une première réhabilitation qui avait été réalisée en 2023 sur environ 600 mètres de linéaire. Mais le 27 mai 2024, il y a eu une rupture de cette canalisation, notamment de la canalisation principale, qui a provoqué l'interruption de la circulation routière dans le tunnel, bien sûr, une accumulation d'eau dangereuse et l'arrêt complet de la canalisation. Donc depuis, l'alimentation en eau repose sur les réseaux secondaires, un réseau qui est fragile et qui, je crois, passe dans le centre-ville. Et donc il y a un risque de rupture de l'approvisionnement en eau potable si rien n'est fait, notamment en raison de la fragilité de ce réseau secondaire. Donc les travaux envisagés sont bien sûr urgents et puisque cette canalisation du tunnel de Bastia, c'est vraiment l'artère principale, la colonne vertébrale du réseau d'alimentation en eau potable de ce territoire. Alors, la difficulté liée à cette demande de subvention, en tout cas la difficulté d'instruction de cette demande de subvention, c'est qu'elle ne répond pas aux critères habituels d'éligibilité du règlement d'aide, notamment
de l'agence de l'eau, entre autres, pour deux raisons essentielles. Le territoire ne relève pas du zonage dit de solidarité et à ce jour, il n'y a pas de projet de territoire pour la gestion de l'eau qui a été établi sur ce périmètre. Donc, deux raisons qui font qu'il n'y a pas d'éligibilité aux critères habituels, je dirais, du règlement des aides. Toutefois, il vous est proposé de répondre à cette demande par une subvention exceptionnelle au vu de la gravité et de l'urgence de la situation. Le coût prévisionnel des travaux sur cette canalisation est de 800 000 € hors taxe et il vous est proposé un financement de la collectivité de Corse à hauteur de 30% du projet, soit 240 000 €. L'État étant financeur également au type du FNADT à hauteur de 400 000 € et un autofinancement d'Aqua Publica à hauteur de 160 000 €. Par ailleurs, je vous informe que l'État a octroyé une part inférieure à celle attendue et attendue de 400 000 €. Et donc, néanmoins, la collectivité de Corse maintient sa subvention à 240 000 € en raison des contraintes budgétaires que vous connaissez. Et donc, je pense que le reste du financement sera pris en charge par Aqua Publica. Je vous remercie. Merci. Est-ce qu'il y a des interventions? Avis favorable de la Commission du développement, avis favorable de la Commission des finances. Est-ce qu'il y a des interventions? Oui, Président. Oui. Oui. Non, juste, je me suis fait la même remarque que le Conseil exécutif. Il manque quand même 347 000 €, en gros, pratiquement plus de 40% de la somme prévue pour cette réparation du 500 qui est dans le tunnel de Bastia. C'est la question. Comment est-ce que Aqua Publica a les moyens aujourd'hui de compenser ce manque qui est considérable? C'est pratiquement, elle a à sa charge pratiquement plus de la moitié de la somme. Voilà. Donc voilà, question que je pose au Conseil exécutif. Est-ce que, bon, sachant quand même, et c'est quand même dommageable que la région bastiaise, entre autres, donc la CAB, entre autres, mais puisque c'est la régie Aqua Publica dépendante de la CAB, qu'il n'y ait pas encore un plan de territoire de gestion de l'eau qui aurait facilité certainement au niveau de l'agence de l'eau un certain nombre de financements, sachant que Bastia et la région de Bastiaise est dans une situation assez contraignante et en termes de ressources, et il y a quand même des difficultés, il y aura des difficultés, je vous le dis, à approvisionner l'agglomération si rien n'est fait. Voilà. Voilà, c'est ma remarque, mais pour autant, bien entendu, on aidera Aqua Publica à essayer de réparer cette réalisation. Merci. D'autres interventions? Non. Monsieur le conseiller exécutif. Non, je rejoins les propos de Samuel Lugia. Et en effet, je veux dire, c'est un montant important pour une infrastructure essentielle. Je veux dire, on parle de 50 000 usagers sur ce secteur-là. Donc, un ouvrage stratégique pour Bastia et la région. Un investissement aussi important, 800 000 € bien entendu. L'État avait été sollicité à hauteur de 400 000 € pour pouvoir accompagner ce projet-là. Et d'après les informations qui sont les miennes, mais qui restent à confirmer, il participerait seulement à hauteur de 50 000 €. Donc en effet, le reste à charge à ce stade, au moment où on parle, est de près de 500 000 € pour Aqua Publica, et qui sera forcément un investissement conséquent pour la régie. À ce stade, on maintient donc notre proposition à hauteur de 140 000 € pour les raisons que j'ai exposées, de contraintes budgétaires, mais c'est en effet une difficulté, comme dans beaucoup de secteurs. L'agence de l'eau ne participant pas du tout à cette opération-là, malgré le caractère ultra stratégique de cet ouvrage. Très bien. Donc, d'autres interventions? Non. Je mets au voie le rapport. Est-ce qu'il y a des oppositions?
des abstentions, des non-participations. Le rapport est adopté par ingrattiable. On peut passer au rapport 228. Donc, l'affectation des crédits nécessaires à la mobilisation de 2 VSI en appui à la coopération décentralisée de la collectivité de Corse 2025-2026. Donc, il s'agit des affaires européennes. Monsieur le conseiller exécutif, Haïdar Barrow. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le conseiller, Mesdames et Messieurs les élus, et les directeurs et chefs de service présents. Donc, ce rapport concerne donc les VSI, c'est-à-dire donc les volontaires de solidarité internationale qui sont en appui à la coopération décentralisée de la collectivité de Corse. Je rappelle que le 30 mai donc 2024, l'Assemblée CETAC donc a adopté un premier axe de stratégie de coopération internationale assez ambitieux, qui est consacré à la coopération décentralisée. Donc, ce rapport fait part évidemment du déploiement de volontaires sur les terrains internationaux qui sont en appui à des projets de coopération qui sont portés ou soutenus déjà par la collectivité. Donc, ils permettent de mobiliser, grâce au dispositif territoire volontaire, des moyens du ministère des Affaires étrangères, ce qui diminue évidemment les coûts de réalisation pour la collectivité qui sont indiqués dans le rapport. L'idée, évidemment, les projets qui sont aidés ou soutenus ou portés vous sont indiqués, notamment un projet en Turquie et un projet en Égypte. Alors le projet en Turquie, il y a plusieurs activités déjà en cours, en préparation dans ce projet en Turquie, notamment concernant les questions liées aux espèces invasives qui font l'objet d'un transfert d'échange d'expérience, mais aussi en Égypte sur l'économie circulaire. Donc l'idée, c'est d'affecter des crédits qui permettent d'affecter ces 2 volontaires de solidarité internationale en Turquie. Donc on va cibler un public qui est évidemment un public enseignement supérieur. Donc l'idée, c'est de mobiliser des jeunes Corses étudiants qui puissent se déployer. C'est de signer évidemment les conventions de partenariat avec France Volontaire, son opérateur en Égypte et en Turquie, et de permettre la mise en œuvre donc de ces VSI dans ces rapports déjà, dans ces projets déjà portés ou soutenus, avec évidemment derrière à la fois une montée en puissance des jeunes mobilisés, mais évidemment un transfert à la collectivité des cœurs des programmes soutenus, notamment dans l'économie circulaire par exemple. Je pense à ce programme puisque l'université est aussi partenaire entre les 2 Fab Labs. Voilà, je vous remercie pour ce premier rapport. Merci. Qui a avis favorable de la Commission des Affaires européennes et avis favorable de la Commission des Finances. Est-ce qu'il y a des interventions? Il n'y en a pas. Donc je vais mettre ce rapport aux voix. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions, des non-participations? Le rapport est adopté. On peut passer au rapport 235, affectation des crédits nécessaires à la mise en œuvre du projet de coopération décentralisée Corse-Québec 2025. Merci, Monsieur le Président. Donc là, c'est un projet de coopération décentralisée, donc qui est toujours dans la lignée de la délibération de mai 24, qui concerne le Québec et la Corse, et en particulier côté Corse, tous les travaux ayant trait au gérontopole. Donc on est sur les défis majeurs liés au vieillissement des populations et au bien vieillir. Et l'idée, à travers ce programme décentralisé, à travers son financement, là aussi assuré par un financement MAE, c'est de permettre, dans des dépenses éligibles, tout un ensemble d'événements, séminaires et de partenariats, à la fois entre les universités, en termes d'innovation, et de comparaison de situations, évidemment, entre le Québec qui est soumis aussi à un vieillissement important,
afin de collecter des données, mais aussi de faire en sorte que, puisque l'ADEC est aussi partenaire avec un appel à manifestation d'intérêt qu'elle produira, de faire en sorte que l'ensemble de ces actions permettent, y compris à tout ce qui est autour de l'entrepreneuriat, autour de l'accompagnement du vieillissement, de se développer en se nourrissant évidemment de l'échange d'expérience avec le Québec. L'ensemble des budgets et des dépenses vous sont indiqués dans le rapport. Donc on a un total affecté de 43 000 €. Je vous remercie. Merci. Donc il y a une commission et un avis favorable de la Commission des Affaires européennes, un avis favorable des commissions des finances. Est-ce qu'il y a des interventions? Il n'y en a pas. Donc je mets aux voix. Est-ce qu'il y a des oppositions? Des abstentions? Non-participation? Le rapport est adopté à l'unanimité. On peut passer aux infrastructures de transport et transport avec le rapport numéro 241, adhésion de la collectivité de Corse au centre d'expertise sur les risques d'environnement, la mobilité et l'aménagement, CEREMA. Vous avez la parole. Alors, c'est l'adhésion à un établissement public qui est connu, le CEREMA, qui est doté d'un savoir-faire transversal et de compétences pluridisciplinaires, mais aussi d'un fort potentiel d'innovation et de recherche. Donc, le CEREMA intervient auprès de l'État et des collectivités et des entreprises pour accompagner ces entités à notamment l'adaptation du changement climatique. Là, il y a un intérêt renouvelé à ce qu'on adhère au CEREMA pour plusieurs éléments. D'abord, du fait de cette compétence que l'on connaît, mais aussi du fait de l'évolution de sa gouvernance, qui permettrait à la collectivité de Corse d'avoir droit de cité dans la gouvernance des nouvelles instances du CEREMA. Donc c'est un élément important, puisque ça veut dire qu'elle pourra s'impliquer et contribuer à renforcer en général l'expertise publique territoriale et participera, outre le fait de bénéficier de l'expertise, à la gouvernance de l'établissement. Donc ce n'est pas neutre. Ça permet de disposer d'un accès privilégié et prioritaire à l'expertise, mais aussi de bénéficier d'un abattement 5% sur ses prestations, et puis d'être dans un réseau aussi de communautés et d'experts, et d'avoir des prestations et des compétences spécifiques, puisqu'on parle là d'une contribution d'adhésion de 5 000 €. Ce n'est pas énorme. Et puis cela est nécessaire, notamment du fait que la collectivité de Corse a aussi sa propre expertise qui est montée en puissance, notamment en termes d'infrastructures et de transport, et plus largement d'aménagement du territoire, et essayer d'orienter les travaux de l'établissement sur les spécificités des questions qui se posent à la Corse, notamment lorsqu'on les a détaillées, je parle du changement climatique ou de l'amiante, dans la PPI 2630 qui a été adoptée en juillet 25. Donc pour toutes ces raisons, il vous est proposé de permettre à la collectivité de Corse d'adhérer pour 5 000 € à cet établissement public et de participer à sa gouvernance de ce fait. Donc, avis favorable de la Commission du développement, avis favorable de la Commission des finances. Est-ce qu'il y a des interventions? Il n'y en a pas. Donc je mets le rapport aux voix. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions? Non-participation. Le rapport est adopté à l'unanimité. On peut passer au rapport 242. Modification du plan de financement de la section 2 du projet de création d'une voie verte reliant la ville d'Ajaccio à la commune di Basilicaccia. Aida Baroula. Ringrazio. Alors là, il s'agit simplement d'un changement d'adaptation du plan de financement. Donc, vous savez que la collectivité de Corse porte donc le projet de réalisation d'une voie verte dans le secteur de Ricante au sud de Basilicaccia. Le montant est indiqué, 4 257 372. Donc, il y avait eu d'ailleurs une première délibération de la commission permanente du juillet 21 avec la collectivité pour 20%, 968 000 €, mais des mobilisations des fonds d'État, le fonds mobilité active aménagement cyclable et le fonds du plan de relance pour 1 644 000 €. Donc les deux cofinancements de l'État ont été mis en place. Bon, mais il y a eu des difficultés spécifiques qui vous sont indiquées, qui ont été posées par le passage en limite de l'aéroport. Deux sections ont dû être distinguées à la réalisation. Une section 1 allant du Ricante jusqu'au carrefour Est, Exerté 21.
XRD 503, et la section 2 qui va du Carrefour jusqu'à l'échangeur d'Abasteligach. Donc ceux de la section 1 ont été terminés en 24, ceux de la section 2 ont commencé en 25. Or, il y avait une échéance pour les fonds du dispositif France Relance qui ne permet donc plus de financer la section 2, mais il y a évidemment, la demande a été adressée à l'État pour que l'arrêté de subvention de l'opération soit modifié, ne concerne plus que la section 1, mais il y a un cofinancement de substitution pour la section 2 qui est dans le cadre du FEDER 21-27, donc il vous est proposé de modifier le plan de financement intégrant cette réalité, avec donc 20%. Donc on parle de la section 2, pour 440 000 € hors taxe, la collectivité de Corse. L'État met au titre du fonds mobilité active pour 40% 880 000 € et la mobilisation du FEDER pour 880 000 €, c'est-à-dire 40%. Voilà. Et de nous autoriser donc à poursuivre toutes les démarches utiles et bien sûr à signer tous les documents nécessaires pour la mise en place du cofinancement FEDER. Je vous remercie. Avis favorable de la Commission de développement. Avis favorable de la Commission des finances. Est-ce qu'il y a des interventions? Pardon, pour Félix Benedetti. Moi, je ne vois pas d'inconvénient globalement à des modifications de plan de financement. Mais le système de vase communicant, là, il est défavorable à la Corse. C'est-à-dire que l'État, au prétexte qu'elle a terminé et clôturé son programme de relance, elle ne donne pas les 800 et quelques mille € initialement prévus, et on les compense par une inscription FEDER. Sauf que le FEDER, ce n'est pas une enveloppe extensible, elle est fermée. Donc, dans un cadre de substitution comme ça, les bons usages, c'est de reproposer la grille FEDER et qui avait été préemptée sur certaines opérations, même si elles ne sont pas figées avec des dossiers complètement ficelés, et qu'on ait une vision des translations de subventions. Ce n'est pas une grande somme, mais à l'échelle de l'enveloppe FEDER, qui n'est plus si importante que ça, c'est beaucoup. C'est beaucoup parce que sur quelque chose où il y a quelques dizaines de millions d'euros, on en prend un. Donc si c'était une opération plus importante, votre méthode de présentation aurait aussi été la même. Donc moi je considère qu'on doit avoir la revoyure des disponibilités FEDER et on pioche, mais sur quelle disponibilité? Ou du moins qu'est-ce qu'on ne fait pas pour pouvoir faire ça? Merci. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Il n'y en a pas, monsieur le conseiller exécutif. Alors moi, le raisonnement de Paul Félix Benedetti ne me choque pas en soi, au sens de la logique d'ensemble. Ce que vous dites est vrai, et il faudrait même le poser de manière beaucoup plus globale à l'échelle de la relation financière avec l'État, et j'inclus dans ce questionnement le PTIC, parce que c'est un sujet sur lequel nous allons revenir, à la fois dans la relation de la collectivité de Corse, garante d'un certain nombre d'infrastructures d'échelle de la Corse, à l'État sur le PTIC, et donc y compris en croisant les choix d'attribution du PTIC par ailleurs. Je dis ça parce que ce n'est pas une question neutre, vous le verrez dans pas très très longtemps, eu égard aux premières discussions que nous avons eues, et notamment suite au PPI adopté en juillet. On est loin de la coupe aux lèvres, très très loin de la coupe aux lèvres. Donc c'est pour ça que votre question ne me choque pas en tant que telle. Après, sur la question du FEDER, la question du dossier en l'état, il y a une mesure du montant mobilisé, il y a surtout un engagement de travaux. C'est-à-dire qu'en fait, sur ce dossier-là, je serais tenté de dire que ce n'est pas parce qu'on le fait là qu'on va le faire tout le temps. Je serais presque tenté de dire que c'est l'exception qui confirme la règle. Tout simplement parce qu'il y a une section 1 qui a été réalisée, qu'il fallait terminer la section 2 et qu'on est sur un montant de 880 000 €. Et par ailleurs, je suis heureux de vous entendre dire, et pas parce que vous avez dit le contraire, vous n'avez pas dit le contraire, mais c'est la réalité. Comme vous dites, il y a de moins en moins de FEDER. Ça veut dire que la consommation s'accélère, et ça veut dire que la consommation est plutôt bonne et sera très bonne, contrairement à ce qu'on avait pu entendre par ailleurs, et qu'effectivement, il va bien falloir poser le problème de manière globale. Alors, sur les voies vertes, il y a quand même encore des financements FEDER qui sont à mobiliser voies vertes et pas autre chose. On ne peut pas revenir sur
le débat contradictoire sur notamment le téléporté. Hein. Il n'était pas éligible au DOMO. Le téléporté n'était pas éligible au DOMO et il ne sera pas d'ici la fin du programme. Il y aura une révision de la maquette en cours de route aussi FEDER qui existera en fin d'année. Donc, globalement, ce que vous dites est vrai et il faudra le poser comme ça. Là, on plaide plutôt l'exception qui confirme la règle en l'état de travaux engagés à terminer et d'un montant qui est faible. Mais de toute façon, pour clarifier sur cette question, il y aura un bilan d'étape sur PTIC et financement État globalement, les entrées, les sorties et les engagements non respectés, d'accord, et la comparaison évidemment avec les programmes européens pour éviter les embouteillages, les contradictions ou les substitutions un peu trop grossières pour aller dans votre sens. Ringraziavi. Dunque, mette questo rapporto a voto. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions, des non-participations? Donc le rapport est adopté à l'unanimité. Ringraziavi. On peut passer au rapport 243, demande de prorogation de l'enquête publique, de la déclaration d'utilité publique et de l'arrêté d'autorisation environnementale relatif à l'aménagement de la pénétrante Est d'Ajaccio et création des îlots de compensation écologique. Et la parole. Bon, c'est tout simplement une demande de prorogation de la durée de validité de l'enquête publique et de la déclaration d'utilité publique et de l'autorisation environnementale du projet attendu d'aménagement de la pénétrante Est d'Ajaccio entre la RT20 à la Caldaniche et le carrefour gératoire de Bodichone et de création des îlots compensatoires écologiques qui sont conséquents. Il faut le rappeler quand même, la notion de compensation environnementale jouée à plein sur ce dossier nous a fait perdre beaucoup de temps lorsqu'on applique la règle de l'évitement, de la réduction ou de la compensation. C'est une des raisons majeures des changements de règles environnementales sur ce genre de projet qui impacte tout projet d'infrastructure. Donc les îlots compensatoires de Sant'Angelo et de Figari, là sur les communes d'Afa, Alata et Apieto. Donc il s'agit d'une prorogation pour une durée de 5 ans. Il vous est indiqué, il vous est rappelé les causes de la demande de prorogation, puisqu'il y a eu à la fois différents recours contentieux qui avaient été introduits sur la déclaration d'utilité publique, de l'arrêté de cessibilité de l'ordonnance d'expropriation, sur le déroulement de négociations aussi visant à prendre possession des terrains à l'amiable qui ont impacté le délai. Donc on n'a pas pu lancer toutes les opérations de travaux et marchés correspondants à temps. Et on pouvait prendre possession des terrains qu'un mois après l'indemnisation effective des propriétaires. Donc ce sont évidemment des délais liés à l'expropriation foncière, des délais aussi à la mise en œuvre de l'autorisation environnementale et de ce que j'ai dit. Et puis vous avez fait état aussi de l'état d'avancement du projet aujourd'hui. Donc vous avez aujourd'hui la libération et la mise en défense des emprises du projet qui a été réalisée le long de l'axe RD 31 entre Bodichone et le col de Stilet. Le dégagement de ces emprises a permis la réalisation de diagnostic archéologique par l'INRAP. Les différents marchés nécessaires à la réalisation des travaux d'élargissement entre Bodichone et le col de Stilet ont été notifiés. Donc j'insiste pour dire que c'est un projet qui est irréversible ce jour, puisqu'il est un projet financé. Je ne veux pas faire un petit clin d'œil, mais je voudrais dire que la collectivité de Corse n'engage pas de travaux tant que le plan de financement n'est pas bouclé. Ça n'existe pas dans la pratique de la collectivité de Corse. On n'engage pas de travaux tant que le plan de financement n'est pas bouclé. Or, c'est pour ça que j'insiste, pour dire que ce projet est aujourd'hui irréversible. Donc, 3 marchés de débroussaillage clôture. Vous avez l'ensemble des... Évidemment, les marchés de travaux qui ont été réceptionnés par le SGAC le 18 avril 2024 et les travaux qui restent à réaliser. Voilà, donc c'est une demande de prorogation pour permettre le bon déroulé de ce projet. Je vous remercie. Ringraziavi. Est-ce qu'il y a des interventions, des avis favorables de la Commission du développement? Est-ce qu'il y a des interventions? Non. Donc, je mets le rapport aux voix. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions, des non-participations? Le rapport est adopté à l'unanimité. On peut passer au rapport 244, renouvellement
de 2 conventions de délégation de compétences de niveau 2 en matière de transport scolaire à conclure avec la commune d'Occana et le campus Agricorsica Urisanese di Sartè. E la parola. Vi ringrazio Presidente. Donc, il vous ai rappelé les éléments de contexte. L'article L3111-9 du Code des transports permet que la collectivité de Corse peut confier par convention l'organisation de services de transport scolaire à des communes, des EPCI, des syndicats mixtes, des établissements d'enseignement, donc ou des associations de parents d'élèves qui la sollicitent. Donc, c'est bien dans ce cadre que l'on agit. Conformément aux délibérations d'ailleurs de différents conseils municipaux, la commission permanente a approuvé par délibération 23 octobre le renouvellement pour les années scolaires 24-28 de 12 conventions de délégation d'organisation de transport à conclure en Piemonte avec la commune de Propria, en Cismonte avec les communes d'Alieri, Biguglia, Borgo, Brando, Calvi, Cervione, Luciana, Lumio, Montigillo, Pentaegazin, Caoiscoado, pour dire qu'il y a bien d'autres exemples que ceux évoqués aujourd'hui. Et donc là, aujourd'hui, il s'agit d'un renouvellement pour des raisons de procédure. Le conseil municipal de la commune d'Occana et le CA du campus Agricorsica Rezzanesi ne s'étaient pas réunis. La commission permanente a pris donc également acte de la soumission ultérieure de ces 2 conventions par rapport aux 12 premières conventions qui avaient été déjà adoptées en commission permanente. Donc vous avez celle de Occana, qui est un renouvellement. Donc vous avez donc évidemment conformément aux dispositions du règlement territorial des transports scolaires en vigueur, on a une participation financière de la collectivité de Corse qui s'élève à 50% de la dépense engagée. Et puis vous avez celle du campus Agricorsica di Sartè où la collectivité de Corse assume sur cet établissement 100% de la dépense engagée. Je vous remercie. Ringraziavi. Donc, avis favorable de la Commission du développement, avis favorable de la Commission des finances. Est-ce qu'il y a des demandes d'intervention? Pour Félix Benedetti. Qui est des communes, qui est la volonté de lutter contre l'éloignement de la ruralité et de rapprocher leurs zones des centres, je dirais, d'enseignement, entre autres les centres spécialisés, surtout dans le domaine agricole, c'est important. Mais dans ce cadre-là, est-ce qu'il n'est pas possible de regarder à une mutualisation des moyens globale? Parce que je suppose qu'il ne doit pas y avoir un quart tout plein qui part d'Occana pour aller au Rizzanese et qu'il y a des disponibilités ou une quantité disponible, peut-être pour faire d'autres partenariats avec d'autres communes qui sont peut-être pas trop loin, plus importantes et beaucoup plus riches et qui pourraient soulager des petites communes. Et là, je pense que c'est le rôle de la collectivité d'être un pilote initiateur pour faire en sorte qu'il y ait, comme il pourrait y avoir des groupements d'intérêt économique, je dirais, un groupement d'objets destiné à promouvoir en zone rurale du transport, qui pourrait être autre même que du transport simplement scolaire, s'il y a des disponibilités dans le véhicule qui est mis à disposition. Savoir si c'est une voiture avec 4 places, si c'est un petit fourgon à 9 places, ou si c'est un véhicule de transport autre. À ce cas-là, je pense qu'on est dans d'autres prérogatives. Mais dans ce cadre général, moi je pense que quand je vois Occana, je me dis pourquoi ça ne s'arrête pas à Basté, les gars? Pourquoi ça ne va pas s'arrêter en remontant sur une autre commune? Et pourquoi ce n'est pas quelque chose qui serait mutualisé? Alors peut-être que c'est fait, mais pourquoi il n'y a qu'Occana qui va mettre sa part contributive? Oui, la parole. Bon, la collectivité de Corse est autorité organisatrice des transports à l'échelle de la Corse, sauf que lorsque les Comcom prennent cette compétence. Bon. Dans le domaine scolaire, nous gérons en direct plus de 150 lignes de mémoire, si ce n'est un peu plus même, avec 24 millions d'euros de budget. Ça, c'est la collectivité de Corse. Bon. Ce qui est en soi, là j'enlève la délégation commune ou à l'établissement supérieur dont on fait état,
en soi, doit faire l'objet d'une évolution. Je veux dire, d'une évolution au sens du schéma des transports. La révision du PADUC va permettre ce que vous dites, monsieur le conseiller, c'est-à-dire que la révision du PADUC doit nous permettre d'avancer vers le schéma, y compris intermodal rail-route, y compris sur le service public, scolaire ou général, et y compris de rechercher les mutualisations, évidemment territoriales, de rationalisation territoriale, et de mutualisation, y compris avec des Comcom qui ont la compétence aussi. Il peut y avoir des partenariats qui peuvent se créer entre la collectivité des Comcom et les communes, mais aussi à l'échelle de la rationalisation des dessertes et des mutualisations même entre les publics. Hein. Par exemple, rien n'interdit aujourd'hui un opérateur de transport scolaire, c'est même dans les marchés d'attribution, de pouvoir ouvrir à d'autres publics l'accès à la ligne scolaire. Encore faut-il que l'horaire soit adapté et encore faut-il que la collectivité elle-même de Corse crée un outil, une carte par exemple, qui permette à des tarifications, à pouvoir d'autres clients que le scolaire, de pouvoir rentrer dans le bus, parce que ce n'est pas l'opérateur qui va encaisser sur la base du marché public tel qu'il est aujourd'hui, je parle, hein, marché public. Donc il y aura forcément un mouvement de ligne qui va s'opérer. On est obligé de faire ce mouvement de ligne pour des raisons budgétaires. Il va bien falloir en faire pour des raisons budgétaires. Je rappelle quand même qu'on est sur un budget en hausse, transport scolaire, et que c'est un choix politique, je pense, qui agrée tout le monde, de fait de ne pas faire payer les élèves. Hein. On a 10 500 élèves en Corse aujourd'hui qui prennent le bus gratuitement. Ça n'existe nulle part ailleurs dans les régions de droit commun. Il faut le dire. Donc c'est une politique sociale assumée, mais pour continuer cette politique, le terrain de la mutualisation et du schéma global devra être enclenché. Donc de toute façon, ce que vous dites fera l'objet, y compris à l'échelle des délégations qui sont opérées, pour rejoindre votre propos, fera l'objet, oui, d'une réflexion plus fine dans le schéma global par territoire, et bien sûr en incluant ensuite ce que sera pour d'autres territoires la place du rail, parce que c'est une logique qui va s'imposer dans la révision du PADUC, et c'est une logique qui s'impose pour nous, de bon sens pour désenclaver mieux les territoires, de bon sens pour poursuivre, voire même désenclaver certains qui ne le sont pas encore par des lignes régulières, hein. Il y a aussi cette question-là, et de bon sens, évidemment, pour des raisons budgétaires. Voilà, je vous remercie. Merci. Donc je vais mettre ce rapport aux voix. Est-ce qu'il y a des oppositions, des abstentions, non-participation? Le rapport est adopté à l'unanimité. E mu compio la nostra commissione permanente. A domani e buonasera a tutti. Demain.